soir. On lance notre Facebook Live. On va laisser les personnes se connecter tranquillement sur le direct. N'hésitez pas à partager donc ce Facebook Live auprès des Ovillois de votre connaissance pour qu'on puisse faire profiter un maximum de personnes les différents échanges qu'on va avoir ce soir. Et puis n'hésitez pas aussi à envoyer vos différentes questions sur les commentaires du Facebook, que je puisse les noter. On aura une petite heure ensemble ce soir, donc j'aurai pas forcément le temps de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à les envoyer dès à présent, que je puisse comme ça les prendre en compte et les noter. Donc bonsoir à tous. Alors, il faut que je coupe mon son parce que je pense qu'il y aura un de l'écho. Hop, voilà, c'est bon. Normalement, techniquement, c'est en place. Donc on va laisser tranquillement les personnes se connecter au direct. Et puis, n'hésitez pas encore une fois, je le répète, à partager la vidéo live pour que tout le monde puisse contribuer, puisse échanger ou tout simplement écouter les différents échanges que nous allons avoir ce soir. Donc là, on va attendre encore un petit peu. Les personnes commencent à se connecter. Bon, faut dire aussi, il fait beau ce soir. On va essayer de ne pas trop vous kidnapper, une belle soirée ensoleillée. On attend bien sûr tous les différentes annonces du président de la République qui auront lieu, donc l'allocution présidentielle à 20h. Donc, on a quelques informations qui vont être transmises ce soir, mais bon, c'était important d'organiser ce moment d'échange sur le budget municipal suite au vote d'hier soir au conseil municipal et pouvoir répondre un peu plus à vos questions. Ou bien vous avez peut-être pu aussi découvrir l'Ovillois de ce mois-ci qui porte justement sur le budget. Et, parfois la question budgétaire est un petit peu technique, un petit peu aride, donc il ne faut pas hésiter à demander des explications ou des éclaircissements. C'est important. Donc on attend encore quelques minutes et puis on va démarrer, 1 ou 2 minutes. Là, je vois que les personnes se connectent bien. Donc il y a quand même des gens qui, malgré le soleil, veulent se connecter ce soir pour notre live. Donc bonjour à tous. Hop, je vois qu'il y a quelques petites questions qui arrivent, donc n'hésitez pas à les envoyer. Donc, des questions sur le PLU, je note, de Willy. Ça correspondait à une question qui avait déjà été envoyée d'ailleurs de la part d'un autre Villois. Donc je la note bien. Hop. Donc n'hésitez pas encore une fois à partager ce live sur vos murs Facebook ou dans les groupes de la ville et également à poser vos questions dans les commentaires. Je sais que il fait beau, mais c'est important qu'on puisse prendre ce temps d'échange. Voilà. Donc encore une petite minute et puis on va pouvoir démarrer l'échange et le live Facebook. Sur le sujet, donc ce soir, je le rappelle, c'était vraiment la thématique du budget de la collectivité. Bon, ça tombe bien parce que ça traite finalement de pas mal de sujets, donc je pense que vos questions, même si elles sont diverses, auront un écho particulier par rapport à ce moment donc, qui s'est passé hier soir donc, lors du conseil municipal pour le vote du budget primitif. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir cet échange-là, de pouvoir expliquer s'il y a besoin, bien sûr, l'action de la municipalité, nos priorités politiques et les différents thèmes qu'on peut aborder ensemble. Donc, je note la question de Karim sur la sécurité. Donc, c'était un thème aussi qu'on allait aborder dans le cadre du budget. Il y avait des éléments sur la sécurité, mais je note bien. Quid des mesures sur la sécurité, qui était présente au cœur du budget qui a été voté hier soir et donc qui sera bien évidemment, qui est une priorité depuis le début du mandat, mais on y reviendra.
il y a une question de Véronique aussi sur le projet de cinéma. Alors pour le coup, qui n'est pas dans le budget primitif qui a été voté hier soir. Et du coup, on pourra évoquer un petit peu notre position actuellement sur le sujet, sur les projets culturels aussi en général. Donc je note la question. Allez-y, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis à inciter les personnes à poser des questions. Je sais encore une fois qu'on a tous envie de profiter de ce soleil de fin de journée. Donc je vois une question de Gwen Lebrun sur les écoles. Donc ça c'était bien évidemment sur un sujet qu'on allait aborder ce soir dans le cadre du budget. Voilà, écoutez, il est 18h06. Je vous propose qu'on démarre ce Facebook Live, donc spécial budget de la collectivité. Je vais juste rapidement, parce que comme c'est un sujet un petit peu technique, rappeler qu'est-ce que c'est concrètement un budget pour une collectivité. Donc c'est un moment important, bien sûr. Alors c'est un moment important parce que c'est aussi le premier budget primitif que je vote en tant que maire, enfin que je propose en tant que maire avec mon équipe municipale et que le conseil municipal adopte. Un budget primitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que l'on fabrique comme choix budgétaire et de projet pour l'année à venir. Donc vous avez vu, on est déjà quand même au mois de mars, donc il y a quand même quelques mois qui sont passés, donc on peut voter son budget primitif jusqu'à la fin du mois de mars, voire début avril. Mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir enclencher. Donc un budget, c'est tout simplement autoriser la dépense, parce que dans le budget, vous avez des lignes budgétaires qui affectent des sommes à des autorisations d'engagement de dépenses en fait. C'est comme ça aussi qu'on fonctionne une collectivité. Pour pouvoir engager une dépense, il faut l'avoir faite valider par le conseil municipal. Et le budget primitif, on appelle ça primitif, parce que le budget peut être corrigé, peut être revu, peut être changé au regard soit d'un imprévu qui simplement arrive. On l'a bien vu avec par exemple la pandémie typique. Il y a des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget, qui sont impérieuses, et donc on modifie le budget au fur et à mesure de l'année. Donc là, c'est un budget primitif qui fixe quand même la stratégie de l'année pour la collectivité, donc qui donne un peu le ton, qui donne aussi, qui traduit les objectifs politiques que l'on se fixe, et puis qui traduit aussi les engagements politiques que l'on avait pris, notamment pendant la campagne, et puis qui doivent être, du coup, se retrouver dans ces choix budgétaires. Donc, voilà pourquoi c'est important ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que tout est figé. Un budget, encore une fois, ça peut vivre. Juste pour comprendre très rapidement aussi, un budget, c'est en deux grandes parties dans une collectivité. On appelle ça un budget de fonctionnement qui permet à la collectivité de fonctionner au quotidien, comme son nom l'indique. Donc c'est les salaires du personnel, c'est l'électricité, c'est l'eau, donc c'est les réparations des bâtiments, c'est les stylos pour écrire. Bon, c'est vraiment tout ce qui permet au quotidien de faire tourner la collectivité. Donc c'est ce fameux budget de fonctionnement. Et puis on a le budget d'investissement. Et ça, c'est ce qui permet à la collectivité en fait, de construire, d'investir, de construire de nouveaux équipements et de répondre finalement aux nouveaux besoins de la population. Donc ça peut être bien sûr refaire une route, construire un gymnase, construire une école. Donc c'est vraiment la section qu'on appelle ça le budget d'investissement. Donc le budget qu'on a voté hier soir primitif, il est de 52 millions d'euros. Je vous donne pas les détails, mais je crois que c'est 52 millions et 300 000 euros pour être précis. Donc c'est un budget qui comporte la section donc, fonctionnement qui elle est de 42 millions d'euros. Donc on voit que c'est la majeure partie du budget qui est sur le fonctionnement et une dizaine de millions, donc un peu plus de 10 millions d'euros sur la partie investissement. Donc on le voit bien, le budget est fortement impacté par le fonctionnement au quotidien, les services publics que l'on rend à la population. Et si on veut traiter de nouveaux besoins, de nouveaux projets, il faut petit à petit réussir à dégager des marges de manœuvre financières pour pouvoir investir dans des choses qui n'existent pas et qui créent aussi de nouveaux frais de fonctionnement et de l'investissement en premier lieu. Donc ça, voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer la façon dont la mécanique se crée. Bien sûr, quand je dis un budget de 52 millions d'euros, ça veut dire que vous avez des dépenses et des recettes. Et une ville n'a absolument pas le droit, c'est la loi, de présenter un budget déséquilibré.
Donc il faut qu'en face des 52 millions d'euros de dépenses prévues, il y ait 52 millions d'euros de recettes. Donc là, typique, donc j'ai parlé des dépenses avec les salaires, mais les recettes de la collectivité, c'est tout simplement ce que vous, en tant qu'Auvillois ou citoyens plus largement, payez via les impôts nationaux, les impôts locaux, parce que l'État donne de l'argent aux collectivités. Les impôts locaux, donc ça va être la taxe d'habitation, mais qui va disparaître et être remplacée pour les villes par la taxe foncière. Et puis ça va être différentes ressources telles que les services que l'on rend à la population et que nous vous facturons. Donc la cantine, le périscolaire, les crèches, donc différents services que l'on facture à la population et qui créent des recettes. Donc voilà, en face de ce budget de dépenses prévisionnelles de 52 millions d'euros, il y a bien sûr les recettes adéquates et l'équilibre est indispensable. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas une question seulement d'équilibre, et ça c'est aussi ce que je vais vous expliquer par la suite sur comment on a construit ce budget. Mais juste avant ça, je voulais juste préciser le contexte en fait, dans lequel on a réalisé ce budget et réinsister dessus. Mais bon, je ne vous l'apprends pas. On a un contexte de pandémie en fait, qui vient peser vraiment sur la construction des finances, sur la construction du budget. À la fois parce que on avait plus de dépenses occasionnées par la gestion des protocoles sanitaires, tout simplement. Il y a eu des achats de masques, des achats de gel, la mise en place des protocoles sanitaires dans les écoles, plus de ménages. Donc les protocoles sanitaires ont vraiment eu un impact très fort sur le fonctionnement de la collectivité. Donc ça, typique, ce contexte, il est venu quand même énormément contraindre et impacter les dépenses de la collectivité. Et puis, il y a aussi un contexte, une réalité de la collectivité. Donc nous, on a été élus, moi j'ai été élu avec mon équipe il y a à peu près 9 mois, au mois de juillet 2020. Donc il a fallu aussi constater l'état des lieux du patrimoine, par exemple, de la collectivité, qui impacte son fonctionnement, qui impacte si un bâtiment par exemple, est mal isolé, il coûte cher en énergie, si un bâtiment est en tellement mauvais état qu'il faut le détruire, le reconstruire, ça c'est de l'investissement immédiatement qu'il faut mobiliser. Donc cette réalité du patrimoine communal, par exemple, aujourd'hui, elle est assez dégradée. Donc on a des équipements qui sont globalement vieillissants, donc qui coûtent plus cher en travaux d'entretien, plus cher en énergie, et qui parfois ne correspondent pas aussi aux nouvelles politiques publiques que l'on veut porter, qui ne sont plus adaptées. Donc maintenant, une école comme on la construisait il y a 60 ou 70 ans, aujourd'hui on a beaucoup plus de temps par exemple de périscolaire aussi, on accueille les enfants, la pause méridienne, le périscolaire du matin et du soir, le temps d'études. Ça, ce sont des temps-là qui n'étaient pas forcément, les bâtiments, les anciennes écoles n'étaient pas forcément construites dans ce type de projet pédagogique. Donc vous voyez, ce patrimoine communal, voilà, il est vieillissant, il coûte de plus en plus cher à entretenir et parfois il atteint même des seuils où l'entretien devient tellement coûteux qu'on appelle ça un équipement en fin de vie. Et ça, c'est ce qu'on constate sur certaines écoles de Houille, notamment je pense à l'école LMD, où les conditions d'accueil des enfants sont quand même, ne sont absolument pas bonnes ni pour les enfants ni pour le personnel. Donc ça, il faut y remédier. Ou tout simplement l'état de la voirie dans certains quartiers qui est aussi relativement délabré. Donc ça, c'est la réalité dans laquelle on a construit du coup ce premier budget. Et puis tout simplement, l'autre réalité à laquelle on fait face de contexte, c'est la ville est attractive, elle accueille de plus en plus d'habitants, donc ces habitants ils ont aussi des besoins nouveaux, il y a plus d'enfants, il y a des différents besoins, donc on doit construire nos choix en fonction de cette réalité et de ce contexte-là qu'on maîtrise ou pas, ou plus ou moins. Donc ça c'était vraiment important de comprendre dans quel contexte on avait fabriqué ce premier budget primitif. Ensuite, et ce budget, il est la traduction aussi de nos engagements politiques qu'on a pris bien sûr vis-à-vis des Auvillois et pour lesquels nous avons été élus. Donc le premier engagement politique que ce budget traduit, c'est de ne pas augmenter les impôts locaux. Donc le taux de la taxe foncière est inchangé. Donc quand je vous dis qu'il y a eu quand même des recettes qui ont été impactées, qu'on a eu plus de dépenses, c'est un vrai effort qu'on fait et c'est notre engagement de ne pas augmenter les impôts de la collectivité. Alors il y a aussi une transformation de l'impôt local qui impacte aussi la collectivité. Donc c'est le passage, l'extinction, on va dire, de la taxe d'habitation. Et en fait, la collectivité en impôt local va percevoir le produit de la taxe foncière. Donc ce sont des propriétaires qui paieront l'impôt local à la collectivité. Alors j'avais une question d'ailleurs, juste pour interrompre mon exposé, de la part, je crois que c'était de Maud qui posait justement ce passage de la suppression de la taxe d'habitation à la taxe foncière, quel va être l'impact sur les... Donc la réponse dans ce budget primitif, en fait, il n'y a pas d'impact, parce que même s'il y a l'extinction de la taxe d'habitation, la taxe foncière, son produit, il est vrai, va nous être totalement
rendu à la collectivité, alors qu'avant il y avait une part qui allait au département, maintenant c'est l'intégralité du produit va à la collectivité. Alors il est vrai qu'il y avait un delta, il y avait un petit peu moins de recettes dues à la taxe foncière que ce qu'on percevait avant avec la taxe d'habitation, et donc en fait c'est l'État qui compense. Donc aujourd'hui voilà, l'équation est nulle, on ne perd pas, on ne gagne pas dans ce budget primitif qui permet d'équilibrer nos recettes. Donc voilà, pas d'augmentation des impôts de notre part comme nous étions engagés. Et puis, compte tenu du contexte que j'ai exposé juste avant, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence pour le fonctionnement de la collectivité en général, beaucoup de prudence sur le fait de renouveler les compétences ou d'embaucher de nouvelles personnes dans les services. Donc voilà, une nécessité, on va dire, de réorganiser les choses avant peut-être de relancer de nouvelles politiques publiques, donc questionner plutôt celles qui existent avant d'en lancer une nouvelle, interroger l'efficience aussi des politiques publiques en cours, peut-être les réformer, les rationaliser. Donc un budget qui traduit cette prudence-là, compte tenu de ce contexte. Et puis bon, le contexte économique national, tout simplement, on ne sait pas exactement quelles seront encore les retombées pour les collectivités, pour l'État, pour ce que l'État va aussi donner aux collectivités. Donc voilà, c'est vraiment un budget qui est important, équilibré, prudent, sérieux et de transition. Transition, comme je l'ai dit, on est une nouvelle équipe, il y a des choses qu'il faut encore qu'on analyse. Le patrimoine, il est quand même très dégradé. Il y a beaucoup d'acquisitions foncières de la ville qui ont été faites ou de bâtis dont on ne sait pas trop quelle a été la stratégie. Donc il faut qu'on le re-questionne. Il y a beaucoup d'audits. C'est vraiment une année où on met vraiment à plat les choses et on les objective avec beaucoup de sérieux pour prendre des décisions structurantes pour l'avenir. Voilà donc un peu les effets, les efforts qu'on a fait sur le budget. Une exception, c'est vrai, quand je vous parlais d'embauche de personnel, il y a un secteur sur lequel on a été tout de suite extrêmement offensif pour renforcer nos effectifs et notre politique, ça a été la sécurité. On s'y était engagé et en fait on partait de très loin. On a découvert, et je pense que les Auvillois s'en rendaient compte, un service de police municipale extrêmement désœuvré en termes de moyens humains, en termes d'organisation, avec même des agents qui se sentaient très très mal dans leur situation de travail. Donc là, on a mis tout de suite les moyens avec l'embauche de plusieurs personnels qui sont arrivés dès le mois de novembre, un nouveau chef de la police municipale, donc 4 nouveaux agents qui sont arrivés, un nouvel agent qui arrive début avril, un auxiliaire canin aussi qui permet d'assister la police municipale dans ses missions de prévention et de sécurisation, un armement des policiers donc, pour aussi leur propre sécurité, mais aussi dans un travail de sécurisation, donc, qui permet encore une fois de déployer ces agents-là le soir. Donc on a déjà 3 soirs dans la semaine où la police municipale est présente jusque 22h et 3 dimanches par mois. Donc là, on a mis quand même les moyens pour tout de suite répondre à un besoin urgent. Donc ça, c'était un vrai effort qu'on a fait dans ce budget, dans ce premier budget, et je pense que voilà, le besoin était criant. Ensuite, sur les investissements, et après je finirai un peu ce premier tableau et je répondrai plus aux questions que vous avez envoyées. Sur l'investissement, donc la fameuse enveloppe de 10 millions d'euros, donc on a fait le choix bien sûr d'investir dans le patrimoine existant. Il est hors de question de laisser un patrimoine se dégrader, parce que c'est comme une maison, vous ne l'entretenez pas, ça vous coûte plus cher à l'arrivée de la rénover, donc ça c'était important. Il y a à peu près 4 millions d'euros sur les 10 millions qui servent vraiment à cet entretien du patrimoine. Et puis malgré tout, quelques nouveaux projets que nous souhaitons porter et que nous pouvons porter avec des investissements donc, relativement prudents et modestes. Donc je pense à une première réaménagement de la place du 14 juillet. Je pense aussi donc, à l'investissement au budget donc à 275 000 euros sur le déploiement de la vidéoprotection, donc qui permet aussi d'alimenter notre politique de sécurité locale. Un nouveau projet aussi de City Stade, donc pour répondre aussi aux besoins à la fois en sport, mais aussi de notre jeunesse villoise, de lieux pour se retrouver, se détendre et puis pouvoir aussi pratiquer le sport. Donc un nouveau projet de City Stade. Et puis, dernier élément sur lequel aussi il a fallu investir, c'est bien évidemment, vous avez été bien sûr informé de la cyberattaque que nous avons subie au mois de février, qui a eu un impact extrêmement violent sur la collectivité en termes de perte de données, en termes d'absence de production du service. Vous avez bien vu sur la facturation, ça a des conséquences encore aujourd'hui pour la facturation de la cantine ou du périscolaire par exemple. Et là, du coup, la crise, alors à la fois la cyberattaque nous a obligés finalement à réagir pour resécuriser les données, pour reconstituer les services. Mais on s'est dit que si à un moment donné il fallait reconstruire quelque chose, quand on partait d'un système informatique qui était vieillissant, qui nécessitait un renouvellement, on ne pouvait pas reconstruire ça en bricolant. Donc ça nous a un peu obligés, mais on s'est dit voilà,
il y a une cyberattaque, les dommages sont importants, autant en profiter pour investir dans une véritable modernisation du système informatique de la collectivité et puis tout simplement enclencher la transformation digitale de l'organisation. Donc c'est aussi la piste de réflexion. Ça va être des exemples très concrets, hein, comme par exemple la mise en place d'outils collaboratifs entre les agents dans les logiciels. Voilà. Alors je sais pas, moi j'ai mon écran qui est noir. Je sais pas si une interruption du live. Non, c'est bon. A priori, ça fonctionne toujours bien. Donc voilà, c'était important pour comprendre en tout cas sur ces 10 millions d'euros, sur ces investissements-là, les différentes priorités, les nouveaux projets, le patrimoine existant. Et là où on a dû en effet, parfois un peu contraint par les événements, mettre les bouchées doubles, mais ça correspond finalement au projet d'administration et au projet pour la collectivité, la moderniser, la rendre toujours plus efficace et encore mieux organisée. Voilà un petit peu la philosophie budgétaire de prudence, d'équilibre et en même temps les premiers sujets qu'on prend à bras le corps et sur lesquels il y avait urgence à agir. Alors du coup j'avais plusieurs questions qui avaient été posées, donc qui vont être illustrées. Donc j'ai répondu à la question de Maude sur les différents impôts. Donc en effet on bascule d'un système où la ville perçoit la taxe foncière et le différentiel de produit de la taxe foncière et la suppression de la taxe d'habitation est compensé par l'État. Donc c'est nul en termes d'impact pour nous dans notre budget. On touche autant qu'avant en termes de recettes. Donc ensuite j'avais une question de Victoire sur les subventions à l'Institut Sainte-Thérèse, qui est un établissement donc, privé. Donc en fait c'est la loi qui demande aux collectivités de financer la scolarisation des enfants de sa ville et des habitants, des Auvillois qui mettent leurs enfants dans un établissement privé. Donc c'est très encadré, hein, c'est tout à fait normal qu'on contribue à ce financement-là. De la même façon que d'ailleurs les enseignants de ces établissements scolaires privés sont payés aussi par l'État. Donc c'est le principe même de l'école libre. Donc ça c'était pour les subventions à l'Institut Sainte-Thérèse. Ensuite, il y avait une question donc, sur les associations, sur les conventions d'objectifs et de moyens. Donc ça, c'est pareil, c'est un sujet sur lesquels on a voté. Donc c'était préalablement au budget, donc c'était il y a 15 jours, on a voté des subventions aux associations. Donc encore une fois, la boussole qu'on s'est fixée, c'est à la fois est-ce que le projet de l'association il répond à un intérêt pour la ville et à un intérêt général. Donc dans ces cas-là, si le projet correspond, on est prêt bien sûr à étudier les sources de financement. Et ensuite, le montant de la subvention, il est fixé au regard bien sûr du projet, mais surtout, il est fixé au regard de ce qui a été plus ou moins consommé. Donc on a des associations qui sont habituées à demander des subventions publiques, donc des subventions de la collectivité. Et ce qui était important, au regard de l'année 2020, qui a été quand même assez exceptionnelle, où malheureusement les associations n'ont pas pu développer leur projet, il s'agissait donc d'adapter aussi la subvention au regard du besoin réel. Donc ça, c'était important de remettre à plat un peu cette méthode qui peut-être s'était installée une certaine routine où la subvention était allouée d'année en année sans forcément questionner le réel besoin de trésorerie des associations et surtout sans forcément demander de retour un peu des impacts des projets portés par les associations sur la ville. Donc ça, c'est vraiment une méthode qu'on va remettre à plat. Donc l'adjointe en charge de la vie associative, Sandrine Martineau, c'est un peu le chantier de l'année qui, bien évidemment, c'était compliqué de le démarrer avec les associations et ce qu'elles vivent. Elles ont bien d'autres chats à fouetter avec des activités à l'arrêt qui redémarrent, des difficultés aussi à maintenir l'activité. Donc en tout cas, le chantier de cette année, la philosophie, c'est bien évidemment de soutenir nos associations. On y tient, c'est le cœur battant de la ville. Encore une fois, il faut remercier tous ces Auvillois qui s'engagent pour la collectivité, qui permettent aux Auvillois d'accéder à beaucoup d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles et diverses, et de pouvoir mesurer justement ce qu'elles nous apportent, ce qu'elles apportent à la collectivité, pouvoir les soutenir plus durablement et avec toujours en optique de défendre bien sûr l'intérêt de la ville et surtout l'intérêt général. Donc voilà un peu sur la philosophie sur les subventions aux associations, bonne gestion de l'argent public et soutien franc et massif aux associations que nous remercions beaucoup et les bénévoles que nous remercions chaleureusement. Donc ensuite il y avait une question je crois de Sébastien sur la gestion patrimoine et de l'audit. Donc j'en ai parlé un petit peu dans le cadre de la préparation, de la construction du budget. Forcément, un budget, ce sont des sommes, c'est de l'argent, mais ce qui vient l'impacter, notamment dans ses frais de fonctionnement, c'est l'état du patrimoine, l'état du bâti. Est-ce qu'une école, elle nous coûte cher en électricité? Est-ce qu'une voirie, elle nous coûte cher en réparation? Donc nous, ce qu'on a constaté, ça fait à peu près 9 mois qu'on a été élu, c'est que le patrimoine de la ville est donc vieillissant, globalement en mauvais état. La dernière école qui s'est construite sur la ville, elle date des années 80, donc ça fait quand même maintenant 40 ans.
donc certains équipements sont plus adaptés ou sont énergivores. Donc on voit qu'il y a vraiment besoin de connaître finement cet état du patrimoine parce qu'il nous coûte très cher en fonctionnement. Donc ça, c'est ce que j'ai demandé, que dès cette année, on puisse avoir un audit fiable du patrimoine foncier et non bâti de la collectivité. Parce que ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y avait plein de propriétés, plein de terrains dont la ville était propriétaire et on ne comprenait pas trop le sens de ces acquisitions foncières. Donc pareil, il faut qu'on se pose la question, à quoi ça nous sert, pourquoi on a ce terrain, est-ce qu'il est utile pour un projet futur? S'il n'est pas utile, dans ces cas-là, vendons-le, valorisons-le pour pouvoir dégager de l'argent et abonder par exemple notre budget investissement et construire un nouvel équipement. Donc voilà, on voit bien que quand je parlais de budget transition, c'est aussi cet esprit-là qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a constaté un patrimoine communal en mauvais état avec certains équipements qui étaient en fin de vie, donc on répare, mais en fait ils sont tellement abîmés que c'est un peu gaspiller l'argent public. Et à l'inverse, parfois un patrimoine très hétérogène, très hétéroclite si je puis dire, ou en tout cas dont on ne comprend pas très bien le sens de pourquoi on possède un terrain ici, pourquoi on possède une maison ici, pourquoi on possède cette maison depuis si longtemps, elle se dégrade, elle ne sert à rien, au final elle finit par même nous coûter de l'argent, parce que la ville aussi paye sa taxe foncière, il faut sécuriser les bâtiments, il faut éviter le squat, il faut payer parfois des fluides, donc vous voyez, la bonne gestion du patrimoine de la ville, c'est aussi moins de dépenses en fonctionnement, mais aussi potentiellement des marges de manœuvre pour investir et répondre aux grands projets structurants pour lesquels on a été élu et que les Auvillois attendent. Ça peut être le pôle éducatif, le pôle culturel, la maison médicale. Il y a quand même de beaux projets à faire. Il faut qu'on puisse rationaliser cet aspect-là. Bon, voilà, j'espère que j'ai répondu sur cette question un peu complexe. Il y avait une question sur, je crois que c'est toujours Sébastien, sur la révision des politiques publiques. Donc c'est un peu pareil pour illustrer cette gestion patrimoniale, c'est qu'aujourd'hui on rend des services, mais est-ce qu'on les rend avec la meilleure organisation possible? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux avec peut-être moins de moyens? Est-ce que par exemple le digital ne peut pas nous aider à optimiser, à être plus efficient dans le service qu'on rend à la population? Donc ça, c'est des questions qu'on pose et qu'on commence à traiter, alors parfois un peu rapidement à cause de la cyberattaque, mais on va essayer d'en faire une opportunité. Mais c'est aussi par exemple le lancement d'une analyse des besoins sociaux. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu, donc c'était porté par l'adjointe Gaëlle Broutin, l'adjointe aux solidarités. Donc cette analyse des besoins sociaux, qui est une obligation légale depuis 1995, mais qui n'avait jamais été faite à OUI. Et en fait, elle permet de savoir, de connaître concrètement de quoi la population auvilloise a besoin, en termes de solidarité, mais aussi en termes d'école, en termes de crèche. Quels sont les besoins sociaux de la population? C'est tout simplement, c'est la base pour construire une politique publique qui est rationnelle, qui s'appuie sur des chiffres, et puis qui nous permet de bien atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Les personnes, peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'il y a une certaine précarité qui est peut-être pas assez visible, pas assez traitée. Peut-être qu'il y a des problématiques aussi sur la jeunesse, sur le harcèlement scolaire, donc il faut mettre des moyens, mais il faut pouvoir identifier les choses, il faut pouvoir adapter la politique publique à la cible qu'on veut atteindre. Donc cette analyse des besoins sociaux, typique, c'est ce qui nous permettra demain de produire des politiques publiques de solidarité qui sont efficaces, qui atteignent le bon public, qui laissent personne sur le côté de la route, mais en même temps qui sont faites de façon rationnelle et efficiente. Donc toujours cette idée de bien gérer l'argent public et puis d'avoir de la compétence dans la collectivité pour bien remplir notre mission avec efficacité. Donc voilà un petit peu pour comment on fait un peu une révision des politiques publiques. Ça répond aussi un peu à la question sur la baisse du budget de fonctionnement. Pourquoi c'est important de tenir un peu les dépenses du quotidien de la collectivité, que ce soit en énergie ou tout simplement les charges de personnel. Donc toujours poser la question, est-ce qu'on fait bien et est-ce qu'on ne peut pas faire encore avec des moyens optimisés? C'est toujours une question qui doit être permanente. C'est une façon de gérer en fait, la collectivité qui doit être permanente. C'est une philosophie de gestion. Mais ça peut être aussi important pour investir en fait. Parce que quand vous avez votre budget de fonctionnement, donc je vous ai parlé des recettes et des dépenses, et qu'à la fin, vous avez un petit peu moins de dépenses et un peu plus de recettes, cet argent-là, vous pouvez le basculer dans le budget d'investissement. Et ça prouve en fait, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, comme un ménage qui épargne. Vous avez votre loyer, vous avez votre salaire, vous dégagez un petit peu d'argent, vous partez en vacances certes, mais vous mettez aussi de côté sur votre livret d'épargne ou votre PEL. Et bien nous c'est pareil. Si on a cette capacité finalement à épargner, ça prouve qu'on dégage nos propres marges de manœuvre, ça nous donne beaucoup plus de liberté, d'oxygène pour investir dans l'avenir et dans des équipements qui sont nouveaux. Donc ça c'est extrêmement important. Malgré toutes les contraintes que je vous ai exposées sur le budget, on a réussi cette année à dégager donc 600 000 € qu'on va pouvoir abonder le budget d'investissement de 10 millions d'euros. Donc cette capacité d'autofinancement, on appelle ça la CAF dans le jargon technique budgétaire, elle est très importante pour nous. C'est pour ça
qu'il faut qu'on maintienne cette bonne hygiène, cette bonne gestion rigoureuse des frais de fonctionnement de la collectivité. Donc voilà sur les questions de Sébastien qui étaient très, très techniques et très pointues. Je l'en remercie. Donc il y avait une question, alors ça n'a pas grand chose à voir avec le budget, mais je pense qu'elle est importante sur le. Mais bon, quand même, parce qu'il y a le PLU sur le bétonnage de la collectivité. Hein. Vous êtes plusieurs à me dire, mais comment on arrête de construire des immeubles, des logements collectifs dans les zones pavillonnaires notamment. Donc, bon, forcément, nous, il y a beaucoup de projets qu'on a pris en cours de route, hein, qui étaient déjà dans les tuyaux, donc on ne peut pas remettre en cause. Et puis surtout, on a lancé donc, dès le mois de novembre de 2020 la révision de notre plan local d'urbanisme, notre PLU. Parce qu'aujourd'hui, en fait, notre PLU, dans les zones pavillonnaires notamment, et certaines zones pavillonnaires, il est trop permissif. C'est-à-dire que même moi, maire, avec le PLU actuel, donc que je n'ai pas fabriqué, je ne peux pas, juridiquement, il y a des difficultés à pouvoir contrer un projet, même si on considère qu'il est mauvais pour la ville. Donc il y avait vraiment, bien sûr, il y a une discussion qui s'engage. Quand un promoteur veut construire un immeuble collectif, généralement, s'il est professionnel, il vient voir la collectivité. Donc moi, avec l'adjoint à l'urbanisme, Pierre Miquel, hein, depuis plusieurs mois, on dit non à beaucoup de projets. Parce que ça ne correspond pas, parce qu'on ne construit plus, on ne veut plus que des projets collectifs surgissent, émergent au sein des quartiers pavillonnaires. C'est un engagement qu'on a pris et on essaie de le mettre en œuvre dès maintenant. Maintenant, il faut se sécuriser juridiquement, mettre en place un nouveau plan local d'urbanisme qui va nous permettre de préciser exactement les zones où on veut garder ce paysage urbain pavillonnaire auquel on tient, qui fait partie de l'identité de la ville, et en même temps des zones où on canalise les besoins en logement collectif, parce que ce besoin il est quand même très fort en région parisienne. Où est-ce qu'on les construit? Où est-ce qu'on renouvelle la ville? Il y a des parties de la ville qui sont en mauvais état ou qui sont des bâtis dégradés, et là on peut intelligemment positionner du logement collectif. Donc c'est pas lié au budget, mais dans le budget, bien sûr, il y a toute une partie, notamment d'investissement ou de fonctionnement, ça dépend du débouché de l'étude, mais des études, on finance des études en fait. Ça coûte assez cher, mais ça permet vraiment d'objectiver. Donc là, quand on refait un PLU, on fait appel à un cabinet spécialisé dans la réalisation des PLU, donc c'est un budget qui peut aller entre 100 et 150 000 euros, donc c'est un marché public. On diffuse nos besoins, la façon dont on veut concevoir le PLU qu'on veut porter, et un cabinet répond au marché avec bien sûr une mise en concurrence tout à fait normée. Donc voilà, ça impacte quand même le budget, parce que quand vous parlez d'une étude à 150 000 euros, ça commence quand même à être un sacré budget, mais ça va nous aider surtout à fabriquer, ce qui est extrêmement important et structurant pour la ville, c'est son plan local d'urbanisme. Donc c'est important de bien le faire, de bien le prendre en considération, et ça va être pour nous la meilleure façon de juguler cette tentation qu'ont bien sûr les promoteurs de construire des logements collectifs au sein des pavillons, parce que, il faut le savoir, vous le savez tous, notre ville est attractive, les loyers augmentent, et donc le besoin en logement est aussi important. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Donc j'avais noté tout à l'heure une question de Karim sur les mesures de sécurité, donc j'ai en partie répondu avec les efforts budgétaires cette fois. On a fait cet effort budgétaire très rapidement, tout de suite en arrivant en responsabilité, en embauchant un directeur de la police municipale, et on a accueilli un nouveau directeur adjoint, on a 2 nouveaux agents qui arrivent, donc on a déjà une brigade qui s'est vue renforcée de 4 nouveaux agents. On va armer les policiers. Aujourd'hui, ils sont capables de tourner 3 soirs par semaine, de tourner 3 dimanches par mois. Donc petit à petit, voilà, on crée un vrai service, une vraie présence sur le terrain pour pouvoir vraiment sécuriser les Auvillois et la ville, tout simplement, et répondre à de nombreuses attentes. Donc il y a aussi dans le budget d'investissement une ligne consacrée à l'investissement dans la vidéoprotection. Donc là aussi c'est extrêmement important. Encore une fois, on avait beaucoup de retard dans la ville de Houy pour déployer la vidéoprotection. C'est indispensable pour à la fois bien sûr élucider les affaires, parce que vous filmez la voie publique, vous donnez des images qui permettent aux policiers, et là c'est la police nationale, à la police judiciaire de résoudre tout simplement une affaire beaucoup plus rapidement, de pouvoir retracer un véhicule volé avec sa plaque d'immatriculation sur les caméras de sécurité, et aussi de pouvoir bien sûr intervenir plus efficacement sur le terrain. Donc on voit bien que en renforçant notre police municipale, on vient aussi compléter l'action de la police nationale sur le territoire de la commune, et c'est vraiment gage vraiment d'une meilleure efficacité de pouvoir traiter les différentes problématiques de sécurité. Ça va du cambriolage, ça va des incivilités du quotidien, ça va aussi bien sûr de l'occupation de l'espace public indu, ou bien sûr de la violence ou des vols de voitures. Hein. Donc on doit être capable vraiment de développer cette différente politique de prévention et d'intervention avec la police nationale en renforçant notre police municipale. C'est vraiment une priorité, on a commencé fort et on va continuer.
Donc j'avais une question donc, sur le projet de cinéma. Donc c'était un peu pour répondre aussi. Donc quand je dis que c'est aussi un budget de transition, vous l'avez peut-être lu dans le Villois, et qu'on a en face de nous un patrimoine municipal très riche, très éclectique, très hétérogène, bah, ça correspond aussi à ces terrains qu'on a près de la gare, qui sont qu'on appelle aussi un peu la friche de la gare. Donc il y a des terrains privés, mais il y a aussi des terrains municipaux. Donc ça fait vraiment beaucoup de temps que ça traîne. Ça fait référence aussi aux bâtiments que vous voyez à côté de la mairie, en centre-ville, donc, qui sont les anciens services techniques de la collectivité. Donc ça fait maintenant, je pense, 3 ans qu'ils sont vides. Donc c'est du bâti. On a besoin de se poser la question, qu'est-ce qu'on y fait, comment on le fait, quel projet on veut porter. Et ce qui était important cette année, c'est de poser quelles sont nos marges de manœuvre. Quelles sont nos marges de manœuvre financières, quel est le foncier disponible. Donc le projet culturel, on veut vraiment le questionner en ayant en main toutes ces cartes-là. Donc l'audit va nous permettre, l'audit du patrimoine de la collectivité va nous apporter ces éléments-là. Et puis surtout, l'adjointe donc à la culture, Catherine Dubois-Loya, travaille avec la nouvelle directrice des affaires culturelles. Donc il y a aussi cette logique de faire venir de nouvelles compétences au sein de la collectivité. Donc travaille avec la directrice des affaires culturelles à un projet culturel dans lequel, bien évidemment, en ligne de mire, on a les projets de salles de spectacle et de pôles culturels, peut-être polyvalents, avec notamment de la projection du cinéma. Donc c'est encore un peu tôt. Il faut vraiment, sur ce genre de choix très structurant, il faut se laisser un petit peu de temps pour pouvoir le projeter dans l'avenir. Donc peut-être plus un débat de fin d'année pour le budget primitif de 2022, par exemple. Ce qui est important dans ces grands projets structurants, c'est qu'on avance aussi sur les urgences, sur les priorités, notamment sur le nouveau pôle éducatif. Donc aussi poser dès cette année les jalons d'une étude pour travailler sur la construction et l'élaboration du nouveau pôle éducatif pour à la fois désengorger nos écoles, désaturer nos écoles, pouvoir avoir des maternelles avec 24 élèves et vraiment suivre cette qualité de vie scolaire, pouvoir accueillir dignement nos enfants dans des cantines adaptées, dans des temps périscolaires adaptés, et tout simplement aussi anticiper, et c'est ça qui est important. Une école, ça ne se construit pas en 15 jours. Anticiper l'arrivée de la nouvelle population à Houille. Il ne s'agit pas d'accueillir de nouveaux habitants et de mettre en difficulté ceux qui sont là, ceux qui arrivent avec des équipements qui se retrouveraient saturés et se mettraient tout le monde en difficulté et réduiraient finalement la qualité de vie dans les établissements scolaires. Donc c'est ça qui est très important, il faut anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Et construire les investissements et les équipements de la ville, c'est vraiment anticiper et prévoir. Et c'est ce qu'on fait aussi cette année avec les différentes études dont j'ai parlé. Donc voilà sur les questions des écoles qui répondaient aussi un petit peu à Gwen Lebrun, à Véronique. Donc j'avais aussi Annabelle qui posait une question sur la remise en état des voiries. Donc très bonne question. Donc ça aussi typique. On n'a jamais eu à Houille, par exemple, un plan local des mobilités qui fait l'inventaire et l'audit de l'état des voiries de toute la ville, qui montre les points noirs, les points de résorption. On se déplace différemment dans la ville, on fait du vélo, on va beaucoup à pied. En plus, on est une ville qui est très en pointe sur les modes de déplacement doux. On voit les gens qui vont à la gare, l'usage du centre-ville. Donc, on voit bien qu'on a besoin de construire un plan pluriannuel de réinvestissement, d'enfouissement de nos voiries pour élargir nos trottoirs. Donc, il y a toute cette philosophie à mettre en place. Donc, cette année, dans le budget, encore une fois, malgré la prudence, on va pouvoir commencer à enfouir notamment des réseaux dans la rue Émile-Combes, mais il nous faut une stratégie globale. Il nous faut un audit global, un état de la voirie. C'est ce que va nous donner cette année l'audit dans le cadre du PLU. On a un audit spécial plan local des mobilités qui nous permet de constater là où en effet, comment on se déplace dans la ville et comment on améliore la qualité de notre voirie. C'est aussi une priorité. Donc il y avait une question de Jérémy donc, sur la ZAC Gare. Donc j'en ai un petit peu parlé parce que donc c'est plus une ZAC depuis un petit moment, ça n'existe plus, mais on peut parler de friche. Je crois que pour le coup le terme correspond à la réalité, c'est-à-dire que c'est parfois un no man's land où il y a des fois d'ailleurs des dépôts sauvages qui est présente depuis, je pense, ça fait à peu près une trentaine d'années que ce projet était complètement à l'arrêt. Je trouve que c'est vraiment dommage pour notre ville, surtout que c'est en fait si près de la gare, c'est quasiment une entrée de ville, donc c'est ce que tout le monde voit au quotidien et c'est pas à la hauteur des enjeux de cette partie de la ville qui sont extrêmement importants. Donc quelles évolutions cette année aussi, on va essayer d'objectiver les informations, de construire des scénarios, donc vous aurez différentes informations. On va lancer une étude sur le centre-ville de la ville, parce qu'en fait notre gare et cette zone fait partie intégrante en fait de notre centre-ville. Donc on va lancer une étude urbanistique sur le centre-ville et avec du coup un questionnement sur la zone de la gare. Donc encore une fois, fidèle à notre méthode et à notre philosophie participative, vous allez être sollicité.
Donc que ce soit via un questionnaire, via des ateliers, via des focus group, on va bien sûr partager et faire émerger les idées avec la population. Donc cette année, voilà, on va lancer là, dans les 15 prochains jours, une étude sur le centre-ville pour pouvoir questionner le devenir de cette zone. Après, il y a une contrainte très forte sur cette zone-là, sur cette friche de la gare, c'est bien sûr l'évolution du pôle de la gare. On a une des plus, je pense que c'est la 15e gare d'Île-de-France en termes de trafic. On a 28 000 personnes par jour qui passent dans cette gare. Vous êtes tous les jours, en tant qu'Auvillois, bien sûr, nombreux à vous y rendre à pied. Je pense qu'on a à peu près 10 000 personnes qui tous les jours vont aller prendre le RER ou les transports. Beaucoup à pied, je crois que c'est 56%, la majorité à pied, 20% ou 16% en vélo, et puis un peu moins 6%, 7% en voiture. Donc on voit bien que ça ne répond pas du tout aux enjeux de notre vie quotidienne, ce pôle gare. On se marche dessus, c'est dangereux, les bus ont du mal à passer, la circulation n'est pas fluide, la gare routière du côté, donc à Houille, mais côté Carrière aussi, n'est pas du tout satisfaisante, son aménagement n'est pas satisfaisant. On a la RER qui arrive en 2024. Donc ça veut dire aussi plus de trafic, plus de connexions, donc c'est bien, ça va encore mieux irriguer notre commune et on va être encore plus interconnectés. Mais aujourd'hui, l'aménagement des espaces publics, l'aménagement du pôle gare n'est pas du tout à la hauteur des enjeux et c'est pas satisfaisant dans notre quotidien d'Auvillois. Donc vous voyez, c'est forcément lié, cette zone de la gare, ce pôle de la gare sont interconnectés, de facto, ils sont l'un à côté de l'autre, donc on doit pouvoir étudier tous les scénarios pour améliorer le pôle, que se rendre à la gare soit plus facile, à pied, à vélo, plus fluide aussi en voiture, mais qui puisse correspondre aussi aux enjeux d'un centre-ville auquel on est attaché, avec du commerce, de l'activité, du stationnement, du logement. Donc voilà, donc c'est plein de choses qu'on va questionner en tout cas avec cette première étude du centre-ville qui est lancée incessamment sous peu. Et dont vous entendrez parler parce qu'on va vous solliciter pour travailler dessus avec nous. Donc voilà, sur la ZAC de la gare. Donc j'avais une autre question. Donc sur les associations, j'ai apporté des éléments de réponse sur les subventions. Avez-vous donc la salle de spectacle, finalement, j'ai répondu aussi sur le pôle culturel. Donc Catherine Dubois-Loya, qui est l'adjointe aux affaires, qui est l'adjointe à la culture, va vraiment poser quel projet culturel on a pour la collectivité. On a aujourd'hui beaucoup d'atouts, notamment avec le centre d'art et la granetterie. C'est quelque chose qui fait que il est reconnu aussi dans le cadre de son projet culturel, connu et reconnu grâce à ce centre. Et on a forcément l'ambition d'offrir une salle de spectacle à la commune, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à utiliser un gymnase pour faire des spectacles un petit peu ambitieux. Et on a vraiment besoin donc ça va rentrer aussi dans les réflexions de cette étude du centre-ville, parce que c'est des lieux qu'on a envie de centraliser pour qu'ils soient communs à tous les Auvillois et qui créent cette vie aussi dans la ville, cette ambition de ne pas avoir bien sûr une ville de banlieue uniquement dortoir, mais avoir une vraie vie à elle, qui peut aussi bien sûr attirer tous les habitants de la boucle de Seine ou même de Paris, soyons fous, par le RER ou les différents modes de transport. Voilà, donc ça j'avais cette question-là. Donc j'avais une question de Véronique aussi sur la maison Schulcher. Donc typique, la maison Schulcher fait partie aussi des réflexions qu'on a cette année. On a besoin de poser la question, c'est un beau patrimoine historique de la collectivité, mais encore une fois c'est un patrimoine qui est difficile à appréhender, parce que c'est une vieille dame cette maison, c'est une maison bourgeoise, on ne peut pas spontanément la transformer en un lieu d'accueil du public sans qu'il y ait des travaux importants, mais l'important c'est qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'elle nous parle de l'histoire de Houille et donc de l'histoire sur du Schulcher et l'abolition de l'esclavage. Donc comment on valorise bien sûr cette histoire-là, on diffuse ces idées, on continue ce combat, si je puis dire, éternel, de la liberté. L'esclavage existe toujours malheureusement. Comment on porte ça et comment bien sûr on fait quelque chose qui est réaliste pour une ville comme la nôtre, donc quel type d'investissement, quel aménagement de l'équipement. Donc ça c'est des questions vraiment qui vont être posées. Il y aura une première réflexion dans le cadre de l'étude centre-ville, parce que ça fait le centre-ville finalement va être un peu jusqu'au boulevard, mais ça fait partie des pôles qui peuvent être attractifs pour notre ville, donc ça va être questionné. Et puis l'adjointe à les affaires culturelles va avec sa directrice poser le jalon aussi d'un projet culturel global sur la ville de Houille. Donc voilà pour la maison Schulcher. En attendant, bien évidemment, on l'entretient, on fait en sorte qu'elle ne se dégrade pas, mais on a tous envie d'en profiter beaucoup plus et d'en faire profiter donc beaucoup plus les Auvillois de ce beau patrimoine historique. Donc j'ai répondu sur la question de la salle de spectacle. Donc sur les voiries, donc j'ai répondu, on doit s'adapter aux nouveaux modes de déplacement, on doit surtout redonner de l'espace sur nos trottoirs, enfouir nos réseaux et aménager la voirie correctement. Donc ça c'est aussi une de nos ambitions.
avec le plan local des mobilités. Donc sur la friche de la gare, donc ça c'est bon, j'ai pu répondre. Donc il nous reste vraiment 2-3 minutes. Alors je ne sais pas s'il y a une dernière question ou est-ce qu'on a fait le tour. J'ai l'impression d'avoir répondu à tout le monde. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur les différentes questions qui pouvaient se poser. Voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment c'est ce que je voulais vous transmettre comme message, c'est que à la fois on a une ville qui a des atouts, on a une ville qui a vraiment une forte attractivité, mais on a une ville voilà, qui pendant longtemps n'a pas spécialement adapté son patrimoine aux enjeux de la population. On a un patrimoine d'ailleurs qui nous coûte cher, donc il faut qu'on prenne le temps de bien questionner l'état de ce patrimoine pour établir une stratégie solide, on va dire, d'investissement et en fait préparer l'avenir. Hein, je l'ai dit, les grands projets qu'on veut porter, donc ça va être sur le nouveau pôle éducatif pour pouvoir désengorger nos écoles, améliorer la qualité de vie scolaire, accueillir les nouveaux enfants qui arrivent inévitablement avec l'accroissement de la population de la ville, des engagements d'aménagement de la ville, comment est-ce qu'on aménage mieux notre ville, comment on s'y déplace mieux. Donc le PLU va nous donner aussi les billes, cette vision générale, le plan local de mobilité, les études sur le centre-ville nous permettent de poser les jalons de cet aménagement de la ville, de trouver les ressources pour le faire. C'est ce que va aussi questionner l'audit du patrimoine foncier et non bâti et foncier de la collectivité, donc connaître nos marges de manœuvre, parce que, encore une fois, on veut être dans une bonne gestion budgétaire, on s'est engagé, on s'y tient donc à ne pas augmenter les impôts locaux, donc il faut pour ça voilà, moderniser notre administration, toujours encore répondre le mieux, améliorer l'efficacité de la réponse aux Auvillois, et puis fabriquer tout simplement en fait, la ville de demain, une ville où voilà, on veut plus d'espace vert, plus d'écologie, comment on réussit cette transition écologique qui nous demande quand même de se poser la question de la place de la nature en ville, de comment on construit, comment on bâtit, comment on aménage, comment on pousse les gens bien sûr, et on aide les gens à se déplacer autrement qu'en voiture, en polluant moins, comment on les aide à se déplacer en sécurité. Donc c'est aussi voilà, un budget qui, de par sa prudence, nous permet justement de prendre le temps, de bien préparer l'avenir et les grands chantiers de la collectivité pour les années à venir. Donc je voulais remercier bien évidemment l'ensemble de l'équipe municipale, l'ensemble de l'administration qui a produit ce budget dans des conditions que je peux qualifier quand même d'exceptionnelles et de particulièrement atroces, à travers bien sûr les risques de la pandémie et puis la cyberattaque qui a vraiment été percuté notre capacité à produire le service et puis à traiter les données de la collectivité. Mais bon voilà, on se relève, on est prêt à relever les défis d'avenir de notre ville qu'on aime tous. Voilà. Donc merci à tous pour ce Facebook Live. Spécial budget, et puis n'hésitez pas donc à poser des questions par mail aux différents adjoints sur les différentes délégations, et puis j'aurai plaisir à vous retrouver dans un prochain Facebook Live rapidement. Merci encore et à bientôt. Au revoir.